intégration régionale. Merci beaucoup. Monsieur le ministre, à part l'aéroport, on a parlé de Lubumbashi qui a bénéficié du financement de la Banque africaine de développement, est-ce qu'il y a d'autres secteurs qui ont bénéficié de cet apport? C'est une banque africaine. On pouvait s'attendre à ce que ça soit un peu plus offensif, bon, malgré la modicité des moyens. Est-ce que vous nous dites aujourd'hui, vous avez un partenaire valable et crédible sur lequel, naturellement, au-delà de vos moyens propres, sur lesquels vous pouvez compter? Oui, il faut dire effectivement que la BAD intervient dans plusieurs projets dans notre pays. Et quand j'ai parlé de l'intervention de la Banque mondiale à la SNCC, la BAD aussi y a participé pour à peu près 76 millions de dollars. Et donc, la BAD nous accompagne également dans la réalisation de nos projets. Et j'ai noté que la BAD essaye de diversifier depuis un certain temps ses interventions, en mettant aussi l'accent sur les petites et moyennes entreprises, mais également sur la formation des personnes. Parce que l'un des objectifs du gouvernement, c'est de travailler aussi sur les personnes qui représentent le premier capital. Et donc, cette vision, cette nouvelle vision de la BAD est à encourager et nous permet justement de rencontrer les objectifs du gouvernement. Alors, le ministre Kaumba nous disait que Congo Airways va voir le jour bientôt. Nous sommes en 2015. Oui, bientôt, on va être beaucoup plus C'est le bientôt précis. de Jésus ou c'est le bientôt? Non, déjà le 30 juin 2015, le vol inaugural de Congo Airways va... Au mois de juin? Oui, dans quelques mois, dans quelques jours, on aura le premier vol inaugural. Vous avez suivi, on a déjà nommé les responsables et les partenaires sont déjà venus et tout est en train de se mettre en marche pour que cette échéance-là soit rencontrée effectivement. Merci beaucoup. Je dois vous remercier parce que les autres collègues, à vous, doivent parler. Monsieur Delabade, merci. À moins que vous ayez des promesses à nous faire, s'il y a un peu d'argent supplémentaire. Dans les cas... Oui, je dois dire que Monsieur le ministre, la Banque africaine de développement a récemment donné des indications sur les allocations pays. Oui. Et j'indiquais que ces allocations ont triplé. ça a triplé. Ça a triplé par rapport à 2012. Donc, il y a une perspective Mais ce n'est intéressante. pas un risque d'investir au Congo pour vous, ou c'est un avantage? Je vous réponds en africain. Et j'ai connu des pays qui ont vécu des transitions difficiles, Oui. qui ont su sortir la tête de l'eau. Et le Congo est dans cette perspective. Donc, on peut miser sur le Congo. En tant qu'Africain, le Congo avance ou recule? Je vous ai fait une réponse qui va dans le sens de ce que vous venez de dire. Le Congo avance, à mon avis. Et je crois que je ne suis pas le seul à le dire. Sur ce plateau, il y a eu beaucoup d'orateurs qui ont exprimé la même chose. Donc, il y a un capital de confiance qu'il faut consolider. Merci beaucoup, monsieur Delabade. Merci. Allez, avec le micro, on va le récupérer. Monsieur le ministre, merci beaucoup. On sent que le professeur Bahati, ministre de l'économie, a bien représenté celui des transports. J'aurais bien voulu parler de beaucoup de secteurs, mais le temps est limité. Vous savez qu'il y a beaucoup d'actions qui sont en cours. Oui. D'abord, en ce qui concerne le bief maritime, un contrat a été signé avec une société belge pour dégager le bief maritime. Bien sûr, oui. Mais il n'y a pas que la Belgique. Il y a tout un tas de projets en cours, notamment le train urbain qui va être réhabilité, le chemin de fer Matadi-Kinshasa. Et on va dégager toutes les épaves qui sont dans les différents ports pour permettre la fluidité. Il y a beaucoup d'aéroports qui sont en train d'être aménagés. Et au jour d'aujourd'hui, la RDC n'est plus un trou noir. On a couvert à peu près les 3/4 du pays et cet effort est en train de... Mais vous êtes en train de faire rêver le Congo avec tout ceci, mais est-ce que ce n'est pas... le prix qu'on paye pour monter à bord d'un bus ou prendre l'avion, les avions poubelles, les accidents, tout ceci, c'est quand même un problème, monsieur le ministère des Transports et Communications va d'ailleurs procéder à une recertification des compagnies aériennes pour réduire les accidents et les incidents. Et on est en train d'y travailler pour qu'on améliore la desserte. Et les morts qu'on a sur nos fleuves et nos eaux, qu'est-ce que vous allez dire? Les responsabilités se situent à plusieurs niveaux. Nous, en tant que gouvernement, nous faisons notre effort, mais nous demandons également à tous les intervenants, aux opérateurs, de respecter les lois du pays. Parce que parfois, c'est la surcharge, c'est le non-respect des normes, les manifestes falsifiés qui sont souvent à la base des accidents. Il faut que la sanction suive. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Merci. Je vous accompagne.
Merci beaucoup. Eh ben, il faut parler des l'homme maintenant. Le Congolais, il faut qu'il en bénéficie aussi, les fonctionnaires, parce que les infrastructures, c'est bien. La Banque mondiale nous a parlé de beaucoup de projets. La MONUSCO nous a parlé de la sécurité à l'Est. Est-ce que les policiers, les militaires bénéficient d'un bon salaire aujourd'hui, ou du salaire tout court, pour savoir s'il peut faire son travail correctement? Jean-Claude Kibala, c'est le ministre en charge de la fonction publique. Qu'est-ce qu'il a fait de nos fonctionnaires? Monsieur le ministre, venez. Pour l'applaudir. Monsieur le ministre, on vous présente comme étant l'un des réformateurs de la fonction publique de la RDC sous la supervision de Matata Mponyo. Votre domaine, qui est la fonction publique, qui est le premier employeur finalement des Congolais, les Congolais vous regardent vraiment dans les yeux, les enseignants, le médecin, les policiers, le militaire, enfin, tous ceux qui sont chez eux. Qu'est-ce que vous avez fait de nos fonctionnaires, monsieur le ministre? Oui, je tiens aussi à remercier son Excellence, monsieur le Premier ministre, de nous accorder cette parole pour nous exprimer exactement, donner des mots, des chiffres et des faits par rapport aux réformes que nous menons. Les réformes à la République démocratique du Congo, ce n'est pas des réformes que nous menons seuls. La France, par exemple, mène des réformes qui sont structurelles, inspirées de la nouvelle gestion publique axée sur les résultats. La République démocratique du Congo mène des réformes, d'abord, qui sont guidées par la Constitution de la République, qui veut un État unitaire avec une décentralisation administrative. Deuxième élément, la réforme administrative en République démocratique du Congo doit être menée à cause de la situation de la RDC, qui est un pays post-conflit. Il y a énormément d'effets collatéraux qui nous guident par rapport à la réforme que nous menons. Troisièmement, la réforme d'administration publique doit être menée parce qu'il y a une inefficacité à outrance dans cette administration publique. Et vous venez d'écouter les économistes qui disent que la RDC est en mouvement vers l'émergence et il faut une administration de développement pour accompagner la RDC. Je ne suis pas le patron de l'armée et de la police, bien que aussi c'est l'administration publique, oui. Mais je voudrais évoquer exactement qu'au niveau de l'administration publique, nous avons, après avoir exactement observé trois faits. Le premier fait, c'est l'état des lieux de l'administration publique connu de tous, qui est caractérisé par des cadres organiques, des cadres juridiques obsolètes, dépassés par la situation actuelle, par la non-maîtrise des effectifs et exactement l'an important des effectifs. Cette administration est aussi caractérisée par un vieillissement du personnel. Plus de 30% des agents fonctionnels de l'État, aussi dans l'armée et la police, ont dépassé l'âge de la retraite. Cette administration est aussi caractérisée par de mauvaises pratiques, le non-respect de l'éthique professionnelle et de la déontologie, qui s'exprime par la corruption. Et donc, le deuxième élément qui caractérise cette stratégie de réforme, c'est la vision prônée par le chef de l'État, la vision de modernité et de l'émergence de la République prônée par le chef de l'État. Le troisième élément, c'est la vision, c'est la volonté du Premier ministre de pouvoir exprimer dans le programme d'action du gouvernement de faire de l'administration publique le lance de fer. Autrement dit, il faut quand même du personnel de qualité pour que la modernité puisse être au rendez-vous. Mais j'aimerais quand même savoir, est-ce que vous êtes accompagné aussi de partenaires? Parce que tout à l'heure, on a vu la BAD, la Banque mondiale. Nous avons défini une stratégie de réforme. Cette stratégie de réforme a connu la participation non seulement des partenaires sociaux, mais aussi des partenaires techniques et financiers. Et cette stratégie se repose sur 7 axes. Et dans ces 7 axes, nous avons certainement des partenaires qui nous accompagnent, notamment dans la maîtrise des effectifs. Nous avons recensé depuis 2012 environ 360 000 agents dans 4 provinces. Les 7 autres provinces ont été recensées avant notre arrivée. Nous avons créé l'École nationale d'administration pour renforcer l'efficacité et la formation des jeunes et intégrer
des jeunes de l'administration publique pour répondre aux préoccupations de vieillissement du personnel. Nous avons débuté un travail de création d'une caisse de retraite pour répondre aux préoccupations de sécurité sociale des agents et fonctionnaires de l'État. Comme vous le savez aujourd'hui, l'agent de l'État reçoit sa retraite du budget de l'État, donc nous sommes dans un régime octroyé, compte tenu du nombre important des retraités, des agents éligibles à la retraite que nous avons dans l'administration publique en général, dans la police et l'armée aussi. Il est important de pouvoir réformer ces secteurs, donc nous passons dans un régime contributif qui amène les agents et le gouvernement de pouvoir contribuer à une caisse de retraite pour sécuriser la pension qui sera, selon les statistiques, les informations d'études que nous avons, qui sera meilleure que la pension que nous payons aujourd'hui aux agents et fonctionnaires de l'État. Merci beaucoup. La pension qui est payée par l'UNSS, qui est une des structures de l'État qui marche plutôt bien, qui paye maintenant les retraités à travers le pays. La France vous aide beaucoup. J'aimerais bien que l'ambassadeur de France à RDC, Luc Alade, puisse nous rejoindre. Il faut aussi l'encourager, hein, Luc Alade. L'ambassadeur de France. Monsieur l'ambassadeur, bienvenue. Je vous présente le ministre. Enfin, vous vous connaissez déjà, hein, je présume. Est-ce que la France... Oui, c'est ouvert, monsieur l'ambassadeur. Est-ce que la France aide la fonction publique, les fonctionnaires congolais, à améliorer leur situation? Le ministre nous a parlé de beaucoup de réformes. Quel est le niveau, le degré de l'intervention de la France aux côtés du gouvernement congolais? Alors, la fonction publique est un des domaines dans lesquels nous essayons d'appuyer les efforts de réforme du gouvernement congolais, et notamment de monsieur le ministre de la fonction publique qui vient d'intervenir sur ce sujet. Vous avez beaucoup évoqué des montants financiers en demandant à tous mes prédécesseurs, mais combien vous mettez sur la table? Oui. La coopération, c'est pas seulement mettre de l'argent, on en met bien sûr, mais notamment en termes de réforme de la fonction publique, de l'administration, c'est pas seulement une question de montant financier, c'est une question de volonté politique, c'est une question de volonté de réforme, et c'est une question de pouvoir s'appuyer sur les partenaires et tirer profit de leur expérience, positive ou négative d'ailleurs, pour pouvoir avancer. Et c'est ce que fait fort bien monsieur le ministre de la fonction publique, ayant lui-même une expérience internationale. Il s'appuie sur cette expérience internationale, sur les conseils et les appuis qu'on peut donner les uns et les autres. Il se trouve que la France est effectivement chef de file du groupe technique sectoriel sur la fonction publique, mais on n'est pas les seuls partenaires à intervenir aux côtés de l'État congolais dans ce domaine, qui est un domaine essentiel parce qu'on a beaucoup insisté sur l'investissement privé, à juste titre. Mais si on veut qu'un État fonctionne, il faut qu'il y ait des fonctionnaires qui eux-mêmes fonctionnent, si je puis dire. Et que cette réforme que mène avec courageusement et avec détermination le ministre de la fonction publique sous l'autorité de monsieur le Premier ministre, c'est essentiel pour que l'État soit plus efficient. Il faut que l'État soit juste, qu'il soit efficient. Et pour que l'État soit juste, il faut que ses fonctionnaires soient payés. Il faut qu'ils soient payés correctement et surtout régulièrement, ce qui est maintenant le cas, qui est évidemment un progrès sensible. Je répondis tout de suite, monsieur l'ambassadeur, vous dites qu'il faut que les fonctionnaires soient payés et régulièrement payés. Est-ce que c'est le cas, monsieur le ministre? Oui, avec la bancarisation, en 2012, quand nous sommes arrivés à l'administration publique, à la fonction publique, les salaires des agents étaient payés avec beaucoup de retard. Les salaires n'étaient pas payés dans la totalité. Il y avait des retraits, des billets dans le montant qu'on reversait aux fonctionnaires. Il y a des comptables complètement qui disparaissaient en cours de route avec l'argent des fonctionnaires. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Nous avons bancarisé environ 700 000 agents aujourd'hui qui 700 000 agents. 700 000, environ 700 000 qui sont payés par la banque, qui reçoivent leur salaire régulièrement et la totalité de leur salaire. Certainement, sur ce point, nous avons encore difficulté dans certains territoires assez difficiles, mais je crois qu'on n'a pas encore épuisé le potentiel que nous offrent les nouvelles technologies en utilisant le mobile banking. Je pense qu'avec ces nouvelles technologies, nous pouvons arriver à servir les agents et fonctionnaires de l'État, surtout les enseignants qui sont dans des milieux un peu reculés de la République. Monsieur l'ambassadeur, je vois à travers les images tout à l'heure l'ENA. On sait que la France a une grande tradition de l'administration avec l'École nationale d'administration. Est-ce que vous avez transposé ici les formats ENA en RDC
Où est-ce que vous en êtes concrètement? Est-ce qu'on forme maintenant les fonctionnaires d'une manière efficiente ici au Congo? Je ne dirais pas qu'on a transposé l'ENA française en RDC, ça serait un peu trop simpliste. On a essayé d'adapter notre schéma aux besoins et aux demandes des responsables des administrations congolaises. Et je crois, bon, ça fait 1 an que la première promotion, maintenant, Patrice Lumumba va sortir fin juin. Après une année de formation, c'est donc encore une école jeune, mais je dois dire que le succès qu'elle a et l'enthousiasme, le professionnalisme démontré par ces élèves de cette première promotion sont tout à fait encourageants. Il y a eu, de mémoire, et je parle sous le contrôle de Monsieur le Ministre, 1300 candidats pour une 60aine de postes l'année dernière. Le concours de recrutement de la 2e promotion est en train d'être mené. Et il y a 3000 candidats pour 100 postes cette année. Donc ça montre bien qu'il y a un grand engouement. Quelque part, c'est aussi une forme de reconnaissance de la part de la population elle-même, des jeunes Congolais formés à l'université dans les différentes écoles, que c'est une voie d'avenir. Et bien former ces fonctionnaires, c'est évidemment essentiel pour que, comme je disais tout à l'heure, l'État fonctionne. Mais ce n'est pas seulement l'ENA. L'ENA, c'est évidemment une belle réussite, et nous sommes très fiers, très heureux de pouvoir accompagner l'État congolais dans ce projet. Mais il y a aussi tout le reste. Il n'y a pas seulement les hauts fonctionnaires qu'il faut former, il y a aussi les fonctionnaires de rang intermédiaire, il y a les fonctionnaires qu'il faut recycler. Tout ça fait partie d'un tout, et je crois qu'on aura encore besoin d'appuyer le ministère de la fonction publique dans aussi ces domaines-là pour pouvoir contribuer à ce que les fonctionnaires, certes de l'État central, mais aussi des provinces, soient de qualité, bien formés, engagés dans leur travail. Et quand je vois encore une fois les contacts que j'ai pu avoir avec la promotion actuelle de jeunes hauts fonctionnaires et futurs hauts fonctionnaires de l'ENA congolaise, je suis très, très optimiste sur la suite. Alors, une question que beaucoup de Congolais se posent. La France fait partie du Conseil de sécurité des Nations Unies. On sait que beaucoup de résolutions sont beaucoup initiées par la France. Est-ce qu'en matière de l'éducation, on en parlera tout à l'heure avec le ministre, mais plus de la fonction publique, est-ce que la France joue aussi un rôle au-delà de l'ENA, au-delà de quelques conseils que vous pouvez donner au ministre? Oui, on intervient dans d'autres secteurs que la fonction publique, bien sûr. On intervient dans le secteur de l'environnement, on intervient dans le secteur de l'éducation, vous l'avez évoqué. On intervient dans différents secteurs d'appui aux entreprises. On a évoqué tout à l'heure Transco, Congo Airways, où il y a des entreprises françaises qui se sont mobilisées pour pouvoir accompagner les efforts du gouvernement dans ce domaine. Donc il y a différentes formes de partenariats qui sont à l'œuvre. Et puis aussi essayer de favoriser l'investissement privé, y compris français pour ce qui nous concerne, bien sûr, pour attirer davantage d'entreprises françaises en RDC pour qu'elles puissent investir et contribuer au développement du pays. Donc tout ça, c'est une espèce de paquet, je dirais en mauvais français, de panels d'intervention qui sont multiples, variés. On est au Conseil de sécurité et vous l'avez rappelé, nous intervenons beaucoup dans la préparation, la rédaction et la négociation de toutes les résolutions depuis une quinzaine d'années qui concernent la République démocratique du Congo, mais on est aussi un partenaire présent sur le terrain et c'est ça qui fait, je pense, en tout cas notre fierté et notre intérêt, c'est qu'on est tout en haut, si je puis dire, de la pyramide internationale, mais on est aussi très concrètement et quotidiennement aux côtés des Congolais et de leurs autorités. Monsieur le ministre, on va terminer par là. Une question plus directe par rapport à la France. Est-ce que cette expérience de l'ENA va pouvoir aussi s'étendre à l'intérieur du pays? Parce que l'ENA, quand même, c'est Kinshasa, ça forme au niveau central, mais l'administration, maintenant avec la territoriale, ça va demander beaucoup de provinces, 26 maintenant. Est-ce que vous allez bénéficier de la formation, plutôt des formateurs venus de France, au niveau de l'INPP, au niveau des classes moyennes? Vous allez vous contenter de former l'élite et puis ça s'arrête là? D'abord, l'École nationale d'administration qui loge dans le bâtiment de l'administration publique ici à Kinshasa, que vous avez modernisé. Que nous avons modernisé. Oui. Il peut accueillir que 100 jeunes professionnels par an. Nous avons commencé avec une promotion de 60, comme on l'a évoqué. Maintenant, comme il y a une forte demande au sein de l'administration publique, nous allons former la 2e promotion avec 100 jeunes professionnels. Mais comme vous le voyez, pour remplacer plus de 200 000 agents et fonctionnaires de l'État, dont la majorité c'est des cadres, il faut une école capable de former plus de 100 jeunes professionnels par promotion. Et donc la volonté du gouvernement, c'est de pouvoir exactement avoir une infrastructure capable de former plus d'élèves que nous le faisons aujourd'hui. Pour ce qui concerne la décentralisation, avec l'appui des partenaires, la Banque mondiale, nous avons déjà
construits en province et réhabiliter des infrastructures pour des formations continues et aussi pour répondre exactement aux soucis de la décentralisation, préparer les fonctions publiques provinciales et locales, former l'administration publique déconcentrée exactement pour répondre aux préoccupations du développement de la République. Merci beaucoup. Monsieur l'ambassadeur, juste une question avant que je garde le ministre une seconde. Est-ce que vous permettez, venez avec moi s'il vous plaît, vous permettez que les cadres congolais puissent au lieu aller faire des stages en France, s'améliorer et puis revenir ici? Parce que les visas, ça pose problème. Excusez-moi de plaider pour les visas. Tant qu'il s'agit de vrais fonctionnaires et de vrais cadres de l'administration, il n'y a aucune difficulté. Oui. Et ça arrive d'ailleurs assez fréquemment. Oui. Qu'on accorde effectivement des visas pour des compléments de formation ou pour des formations plus longues en France. Ce qu'on essaie de faire au maximum, c'est l'inverse, mais moins pour des questions de visa que pour des questions d'efficacité. Quand vous faites venir un ou plusieurs formateurs en RDC qui peuvent former 10, 20, 30, 40 ou 50 agents, vous êtes beaucoup plus efficace et vous utilisez beaucoup mieux les crédits que d'envoyer 1, 2 ou 3 stagiaires en France pour quelques mois. Donc, sauf pour des cas spécifiques où il y a besoin effectivement d'aller dans des stages d'application en France, ça arrive bien sûr. Il y a d'ailleurs une association d'anciens élèves de l'ENA qui prouve bien qu'il y a eu un certain nombre de Congolais qui sont allés se former, y compris notamment à l'ENA en France. Mais d'une manière générale, on essaie de privilégier la venue des formateurs parce qu'on a une démultiplication de l'action qui est beaucoup plus intéressante. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. Ramenez le micro. Je parlais de... Vous avez organisé dernièrement l'élection des syndicats. Hein. Vous avez réorganisé un peu la représentation des fonctionnaires au niveau de la fonction publique. Est-ce que ça a donné de bons résultats? Parce qu'on a vu moins de grèves qu'auparavant. Ou bien c'est en cours de mise en place. Enfin, ça, je plaide un peu pour les fonctionnaires. Okay, on a organisé les élections syndicales après 23 ans. Je crois qu'il y a 23 ans, on a trouvé un syndicat de fait. On a essayé de l'organiser pour avoir des partenaires avec lesquels nous allons certainement mener cette réforme parce que, comme je l'ai évoqué, le cadre stratégique que nous avons élaboré a été fait avec la collaboration et l'implication totale des agents et fonctionnaires de l'État, représentés entre autres par ces syndicats-là, et c'est pour ça qu'il était important et utile de pouvoir organiser des élections syndicales. Et d'ailleurs, je vous annonce que d'ici peu, nous allons avoir le premier dialogue, la première réunion de dialogue social où le banc syndical sera d'un côté et de l'autre côté, il y aura le gouvernement pour essayer de discuter sur les cahiers des charges, c'est-à-dire des préoccupations réelles des agents et fonctionnaires de l'État. Et la question de la politique salariale sera aussi sur la table, mais je voudrais évoquer ici un élément important. Sur instruction de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, le ministère du Budget et de la fonction publique travaille sur la rationalisation des primes et salaires des fonctionnaires de l'État. Vous savez très bien qu'en province, les agents touchent certains seulement la prime, d'autres seulement le salaire de base. À Kinshasa, il y en a qui ont le 2, il y en a qui ont des primes qui dépassent le 2/3 de leur salaire. Il faudrait qu'on essaie de créer l'équilibre et pour que chaque agent puisse, selon le statut et selon les primes qui lui sont octroyées par le texte réglementaire, qui puisse avoir ce droit-là. Ce travail sera aussi discuté avec le syndicat d'ici peu. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Je pense que les fonctionnaires vont se retrouver dans ceci. Il nous reste, à peine 2 ou 3 ministres pour terminer notre émission parce que nous sommes très limités par le temps. J'aimerais quand même qu'on puisse s'interroger sur la santé des Congolais. La santé. Parce que c'est très important. La santé, les hôpitaux, mais aussi les taux de mortalité. Parce que on dit beaucoup que vaut mieux accoucher à Johannesburg qu'à Kinshasa parce que les enfants parfois nous quittent, parfois les mères aussi. Alors le ministre de la Santé, est-ce qu'il peut nous rassurer que Ebola n'a pas été un accident de parcours, d'avoir maîtrisé et d'avoir même transmis à d'autres pays la stratégie de gestion des crises? Monsieur le ministre, venez avec moi. Alors, il y a un micro juste à côté de vous, je peux le récupérer. Installez-vous, monsieur le ministre de la Santé, Kabangé.
J'ai pris des notes. J'aimerais bien savoir, monsieur le ministre, tout à l'heure vous serez rejoint par Pascal Villeneuve de l'UNICEF, qui vous aide beaucoup. Aujourd'hui, quel est l'état des lieux de la santé des Congolais, des hôpitaux, des dispensaires dans notre pays? Parce qu'un pays en bonne santé, c'est un pays qui se porte bien. Monsieur le ministre, vous êtes vous-même docteur. Merci beaucoup. Je pense que c'est une question très importante. Comment se porte la RDC sur le plan sanitaire? Je dirais d'emblée que la RDC sur le plan sanitaire se porte mieux qu'il y a 5 ans et encore mieux qu'il y a 15 ans. Parce que vous avez parlé des hôpitaux tout à l'heure, je commence par le programme phare du gouvernement actuellement. C'est le programme d'équipement de 1000 centres de santé et 200 hôpitaux. Non seulement les équiper, mais également les doter en médicaments essentiels, y compris les intrants de planification familiale. Mais nous sommes allés au-delà. Nous sommes maintenant en train de construire 34 centres de santé selon le modèle type de la modernité, et 72 vont être construits dans les tout prochains jours également. Et j'aimerais rappeler que depuis le plan Van Hoff-Duren, 1940, 1956, 57, en RDC, on n'a plus construit des infrastructures sanitaires. Il a fallu attendre les 5 chantiers, puis la révolution de la modernité avec le programme actuel. Mais comment se porte le Congolais lui-même sur le plan sanitaire? Je peux vous dire que la RDC aujourd'hui est un pays sans polio. Depuis le 22 décembre 2012, donc ça fait exactement 2 ans et 3 mois. La RDC est un pays qui a la meilleure expertise au monde pour la riposte contre Ebola. Tenez, pour l'épidémie d'Ebola de Djera en 2014, l'alerte a été sonnée dans les 10 jours qui ont suivi le premier cas de décès de suspects. Et la riposte nous a pris 40 jours. En 40 jours, nous avons contrôlé l'infection, l'épidémie, alors qu'en Afrique de l'Ouest, nous sommes déjà à 1 an et 3 mois pour le contrôle de cette épidémie. Mais nous avons également des indicateurs clés. Aujourd'hui, c'est la mortalité des enfants de moins de 5 ans, où nous sommes partis de 215 décès pour 1000 naissances vivantes en 2001. Nous sommes passés en 2010 à 158 décès pour 1000 naissances vivantes, et aujourd'hui, en 2014, au mois de mars, nous étions à 104 décès pour 1000 naissances vivantes. C'est dire qu'on a augmenté les chances pour un enfant qui naît au Congo de fêter son 5e anniversaire. 30% de réduction dans les 5 dernières années. Et cela est lié à un certain nombre de paramètres. Le paludisme. Si, il y a 7 ans, 6% d'enfants seulement dormaient dans une moustiquaire imprégnée d'insecticides, aujourd'hui c'est 56%. Il y a 7 ans, c'était 7% des femmes contre 60% aujourd'hui. C'est la malnutrition. En 2001, nous sommes à 16% de taux de malnutrition aiguë, nous sommes à 9% aujourd'hui. C'est également la vaccination. Le nombre total d'enfants vaccinés, nous sommes à 31% en 2007 et aujourd'hui nous sommes à 45%. Et dans le même temps, nous partons de 18% pour les enfants qui n'ont jamais reçu aucun vaccin et aujourd'hui on est à 6%. Donc il y a un certain nombre de paramètres. Je vais aller dans l'eau potable pour parler des maladies diarrhéiques. Donc il y a énormément de paramètres qui ont été améliorés. Permettez, monsieur le ministre, s'il vous plaît, je vous laisserai encore quelques secondes tout à l'heure, mais j'aimerais que monsieur Pascal Villeneuve puisse nous rejoindre. Il est représentant de l'UNICEF au Congo. Bienvenue, monsieur le ministre. Est-ce que vous pouvez être gentil, vous lui prêtez votre micro? Monsieur Villeneuve, bienvenue. Merci. Dans cette émission, on sait que l'UNICEF souvent n'est pas très bavard pour expliquer un peu les données de notre pays. Si vous était demandé par les Congolais moyens qui nous suivent aujourd'hui, quelle est votre appréciation de la situation sanitaire, notamment en République démocratique du Congo? Merci Jean-Pierre. Monsieur Jean-Marie Kassamba. Jean-Marie, pardon, excusez-moi. Je voudrais également en profiter évidemment pour remercier dans le micro, s'il vous plaît, monsieur le Premier ministre pour l'opportunité qu'il m'est donnée justement de parler un peu plus de ces questions tout à fait fondamentales.
Si vous me le permettez, je voudrais peut-être rebondir d'abord sur le thème de cette émission. Les RD Congo aujourd'hui, c'est d'abord son capital humain. J'ai entendu dire, bien entendu, que le Congo est un pays très riche en ressources naturelles, mais la vraie richesse d'un pays, c'est son capital humain. Or, un pays ne peut évidemment avoir un capital humain optimal qu'en investissant dans la santé, l'éducation, la nutrition et la protection de ce qui constitue à l'heure actuelle au Congo plus de 50% de la population, c'est-à-dire les enfants. Encore une fois, définis comme tout individu âgé de moins de 18 ans. Alors, maintenant, par rapport aux chiffres, je suis évidemment tout à fait en accord avec ce qu'a dit Monsieur le ministre de la Santé, puisqu'en fait, un certain nombre des données qu'il a citées sont des données qui sont collectées, soit de façon routinière ou à travers des enquêtes auprès des ménages, qui sont financées par le gouvernement, mais aussi avec l'appui d'un certain nombre de partenaires, y compris l'UNICEF. Je voudrais citer également peut-être un chiffre. Le VIH-Sida, évidemment, continue à être un problème de santé publique en RDC, même si nous observons une diminution de son incidence depuis quelques années. Une intervention très importante, c'est de prévenir la transmission du VIH entre la femme enceinte, qui est séropositive, et son enfant. Oui. Et la couverture de cette intervention, qui était encore de 4% il y a 4 ans, est maintenant de 33%. Donc on assiste à une augmentation très significative de la couverture de cette intervention à haut impact. Évidemment, des efforts restent encore à faire, évidemment, pour continuer à faire augmenter la couverture de cette intervention. Je vais poser cette question avec naturellement l'assistance du ministre. L'UNICEF a publié il n'y a pas longtemps des chiffres qui avaient fait rêver un peu beaucoup de Congolais pour dire la situation s'améliore. Mais est-ce que vous pouvez nous dire dans quel domaine précisément vous êtes optimiste et vous félicitez le gouvernement congolais? Bon, le premier domaine de satisfaction, c'est, comme l'a souligné le ministre, c'est la réduction de 30% du taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans en 7 ans. Ce qui est quand même une avancée tout à fait remarquable et qui est liée à une accélération importante de certaines interventions comme la vaccination, en particulier la vaccination contre la rougeole. La rougeole qui était l'une des premières causes de mortalité chez les jeunes enfants il y a encore 10 ans est maintenant reléguée au 4e ou au 5e rang. Mais aussi l'augmentation de l'utilisation de moustiquaires imprégnés par les jeunes enfants. L'utilisation des moustiquaires imprégnés, on ne le sait peut-être pas assez, mais c'est la principale arme dont nous disposons à l'heure actuelle pour se protéger contre le paludisme. Merci beaucoup, monsieur de l'UNICEF. Monsieur le ministre, récupérez votre micro. Je vais libérer monsieur Villeneuve. Merci beaucoup. Monsieur le ministre, venez avec moi. Ces témoignages de l'UNICEF nous fait croire qu'on peut espérer au Congo avoir une santé de qualité avec des équipements. Mais ceux qui sont en rase campagne, dans nos villages, est-ce qu'ils ont du matériel? Est-ce qu'ils ont des microscopes? Est-ce qu'ils ont des seringues? Qu'est-ce que vous leur dites là maintenant? Merci beaucoup. Je pense que le défi justement que le gouvernement s'est donné dans ce domaine-là, c'est de pouvoir réhabiliter, équiper de manière équitable sur l'ensemble du pays. Sur les 1000 centres de santé, la répartition a été très équitable. Ça veut dire que chaque province a droit à 18 hôpitaux et 90 centres de santé. Des projets ou des réalisations? Au moment où je vous parle,
nous sommes en train d'équiper, parce que tous les équipements sont au niveau du pays, 660 centres de santé, parce que la première et la deuxième phase sont déjà payées au niveau de l'UNICEF sur un budget de 50 millions de dollars pour les équipements. L'UNICEF a déjà reçu 40 millions. D'où vient l'argent, monsieur le ministre? Du Trésor public. Du Trésor public, c'est financé totalement par le gouvernement. Et pour aller plus loin, parce qu'il y a des indicateurs dont on n'a pas parlé, les indicateurs comme le taux de mortalité maternelle qui sont élevés, le gouvernement donne 2 lits d'accouchement dans chaque hôpital, 1 lit d'accouchement dans les 1000 centres, mais aujourd'hui le Premier ministre est allé plus loin parce qu'on a décidé, pour montrer la volonté du gouvernement d'améliorer cet indicateur, dans les jours qui suivent, chaque député et chaque sénateur va recevoir une table d'accouchement et un kit accouchement, afin qu'au-delà des 1200 qui sont prévus, qu'on ajoute automatiquement d'ici juin 600 lits d'hôpitaux, d'accouchement dans les hôpitaux. J'ai pas compris le rapport avec les sénateurs et députés. C'est très important parce que les sénateurs et les députés, j'ai pas compris. Ce sont les élus du peuple. Oui. Et quand ils reviennent, il y a les rapports justement qu'ils transmettent au gouvernement. Oui. Et parmi ces rapports, c'est les conditions dans lesquelles les femmes mettent au monde. En donnant un lit à chaque député, à chaque sénateur, nous savons qu'ils ne vont pas les doter dans les grands centres, mais nous sommes au moins sûrs que chaque centre, ou plutôt au moins un centre dans le coin le plus reculé de la République, va voir ces conditions d'accouchement améliorées. Merci beaucoup, mais j'espère que ça ne va pas aider les sénateurs et députés à être réélus. Hein? Pas seulement c'est de la majorité, il faut c'est de l'opposition qui bénéficie de ces... Merci beaucoup. Merci, monsieur le ministre. Merci. Allez vous installer. Pour le moment, on va parler de l'éducation nationale. Parce que s'occuper de la santé, c'est très bien. S'occuper des fonctionnaires, c'est aussi bien. Construire des routes et des ponts, c'est aussi intéressant. Mais si les enfants ne bénéficient pas d'une bonne éducation, si l'école n'est pas aux normes, si les enseignants ne sont pas payés, ce n'est pas très intéressant. Allez, monsieur le ministre de l'Éducation nationale, le PSP, Maker Mwango, vous pouvez l'applaudir. Alors, récupérez le micro juste à côté de vous. C'est l'un des ministres qui est resté le plus longtemps possible au gouvernement. Installez-vous. On dit de vous que vous avez une longévité remarquable. Kizenga, Mozitu, Matata 1, Matata 2, etc. Alors, monsieur le ministre, qui est resté le plus longtemps au gouvernement, est-ce que nos enfants, aujourd'hui, qui vont à l'école primaire, l'école secondaire, est-ce que les enseignants à Kinshasa et à l'intérieur du pays peuvent dire « Oui, nous sommes dans un pays digne de ce nom ». Jean-Marie, merci beaucoup. Je tiens aussi à remercier Son Excellence le Premier ministre pour cette opportunité, pour cette tribune que vous nous donnez, pour que nous puissions donner dans le domaine de l'éducation en République démocratique du Congo des mots, des chiffres et des faits. Nous avons au niveau du ministère, au niveau du gouvernement, une stratégie qui repose sur 3 éléments très importants. Sur l'élément accès, permettre à nos enfants d'aller à l'école. Sur l'élément qualité et efficience, les enfants qui vont à l'école doivent apprendre quelque chose. Et enfin, l'aspect gestion même du secteur de l'éducation. En ce qui concerne l'accès, les chiffres parlent d'eux-mêmes. En 2015, nous avons aujourd'hui près de 17 millions d'enfants qui vont à l'école. 17 millions. 17 millions d'enfants qui vont à l'école contre 7 millions en 2001. 7 millions. Donc nous avons fait un bond en 14 ans de 139%. Alors quand vous comparez ça avec le taux de la croissance démographique, vous voyez, vous allez comprendre pourquoi. En ce qui concerne le taux d'admission, donc combien d'enfants vont en première année primaire, nous avons un taux en 2012 de 133%. 133%, c'est